Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur le principe fondamental de la microscopie à force atomique. Nous l'avons déjà vu, la microscopie à force atomique, ou AFM, est une technique d'imagerie novatrice qui permet d'obtenir des images tridimensionnelles de la surface de différents types de matériaux. Alors ça peut aller de la surface du graphite, des semi-conducteurs, des polymères, en passant par les cellules biologiques. Mais comment fonctionne réellement l'AFM? Nous allons le voir, la clé de ce processus réside dans l'utilisation d'une sonde ultra-fine, une pointe généralement mise en bout d'une poutre. En approchant la pointe de la surface de l'échantillon, des forces interactives vont pouvoir être mesurées. Et les mouvements de la pointe vont être détectés par un système optique. Et ces données sont utilisées pour créer une image topographique en 3 dimensions de la surface de l'échantillon. Alors, si vous êtes intéressé par la microscopie à force atomique et que vous souhaitez en savoir plus sur son fonctionnement, restez avec nous. Nous allons explorer ce principe plus en détail. Alors, la pointe AFM, c'est un composant clé de cette technique, car c'est elle qui permet de localiser l'interaction à l'échelle atomique. La pointe AFM est généralement fabriquée à partir d'une pyramide en silicium, vous voyez ici de quelques microns de hauteur. Et si l'on zoome sur la pointe, on peut considérer que l'extrémité, c'est une sphère de 30 nanomètres de diamètre. Et si on s'intéresse à la toute extrémité à l'échelle atomique, la pointe n'étant pas plate, il y a toujours un atome qui va se distinguer. On va parler d'adatome. Et cet adatome, c'est lui qui est à l'origine des mesures de force avec les autres atomes de la surface en vis-à-vis. Alors, pour déterminer la force, nous utilisons généralement la loi de Hooke, qui est bien connue en mécanique. Alors, cette loi établit que la force exercée par un ressort de constante de raideur K est proportionnelle à son élongation, à sa déformation dz. Alors, en AFM, ce ressort n'est pas de forme hélicoïdale, comme on a l'habitude de le concevoir. Ce ressort va être une poutre flexible, une lame très mince. Vous voyez, une centaine de microns de long, ici 10 microns de large, et si je zoome sur l'épaisseur, ça fait quelques microns. Alors, cette poutre est fixe à une extrémité et elle est libre à l'autre, et c'est là que la pointe est montée sur le levier. Cette poutre s'appelle le cantilever en anglais, micro-cantilever, parce qu'il est tout petit. On appelle aussi, par abus de langage, le levier. Alors, le choix du cantilever est important en AFM car il affecte la sensibilité et la résolution de la technique. Des cantilevers de différentes formes, longueurs et matériaux peuvent être utilisés pour répondre à différents besoins en termes de sensibilité. Alors, dans la loi de Hooke, on doit connaître la raideur, c'est la constante de raideur. Donc, il faut pouvoir la mesurer. On la mesure généralement par une méthode de résonance. On utilise une source d'excitation mécanique sur la partie fixe à une fréquence donnée pour faire vibrer le levier et on mesure l'amplitude de la partie libre. Donc le levier se comporte alors comme un oscillateur harmonique, c'est un ressort qui vibre. Alors vous voyez ici le premier mode de résonance à la fréquence la plus faible, c'est le mode fondamental. Le levier peut avoir jusqu'à 5 ou 6 modes de vibration si l'on augmente la fréquence. Vous avez des nœuds qui viennent à réduire les longueurs effectives des parties vibrantes si on augmente la fréquence. Alors, la fréquence de résonance du premier mode, elle dépend de sa constante de raideur K et de sa masse effective petit m. Donc on peut mesurer la fréquence de résonance, typiquement de l'ordre de 10 kHz, et on peut estimer les paramètres géométriques, c'est-à-dire la longueur, la largeur, l'épaisseur, ainsi pour en déduire la masse du levier, qui varie autour d'une dizaine, centaine de nanogrammes. Et c'est ainsi qu'on déduit la constante de raideur. Donc typiquement, une constante de raideur des leviers commerciaux peut varier entre 100 Newton par mètre, alors ça c'est pour les leviers les plus raides, jusqu'à 10 millinewtons par mètre pour les leviers les plus souples. Alors, il nous faut mesurer aussi l'élongation de ce ressort, le delta Z. C'est ce qu'on appelle la déflexion du levier. Elle se mesure généralement optiquement. Donc la détection optique, elle est très rapide, c'est ce qui va permettre de mesurer la force quasi instantanément. Alors concrètement, on a un faisceau de lumière laser qui est focalisé sur la surface réfléchissante
à l'extrémité libre du levier. Alors ce faisceau se réfléchit suivant la première loi de Descartes. Alors si le levier se courbe d'un angle alpha, alors le faisceau optique se réfléchit et va tourner d'un angle de alpha. On peut mesurer très précisément le déplacement du faisceau en comparant les intensités de lumière qui arrivent sur les cadrans d'une photodiode. Donc on peut détecter la déflexion du levier via une sensibilité S fois la tension aux bornes des deux cadrans. Donc la limite de détection de la déflexion est de l'ordre de 0,1 nanomètre, 1 angstrom. Cette méthode de détection optique est donc très précise. Alors, on a donc désormais la constante de raideur et la déflexion. Si on applique la loi de Hooke, on peut en déduire la force appliquée sur la pointe. Donc la plus petite force détectable vaut 10 millNewtons par mètre fois 10-10 mètres. Ça nous donne 10-12 newtons, c'est-à-dire le piconewton. Et la plus grande, elle est de l'ordre de 10 micronewtons. Donc on observe que l'on peut mesurer les forces sur une large fenêtre, environ 7 ordres de grandeur. Alors le piconewton, c'est 10 fois moins que les forces de Van der Waals entre atomes. C'est donc gagné, appliquer une force inférieure à 10 piconewtons, ça ne modifiera pas la morphologie de la surface. Donc ce régime de force très faible va être utilisé pour imager la topographie, la morphologie de surface. Alors, si on utilise des forces supérieures au-delà du nanonewton, la pointe va indenter la surface, c'est-à-dire pénétrer dans la matière. Ça peut être utilisé en tribologie de surface pour en déduire les propriétés élastiques ou plastiques des surfaces. Vous voyez ici les traces des indentations irréversibles pour des forces appliquées qui sont de l'ordre du micronewton. Donc contrôler les forces est donc crucial pour éviter l'endommagement de la surface. Alors maintenant, il nous faut contrôler la distance de la pointe vis-à-vis de la surface. Pour cela, on va utiliser un tube piézoélectrique. Ce tube peut être déformé de manière contrôlée en réponse à une excitation électrique. Lorsqu'une tension électrique est appliquée au tube piézoélectrique, celui-ci se dilate ou se contracte. C'est ce qui modifie la séparation de la pointe et de l'échantillon. Ensuite, pour faire une image, il est nécessaire de mesurer point par point les interactions de la pointe sur une zone de l'échantillon. Donc le processus de balayage consiste ici à déplacer la surface sous la pointe à FM, toujours avec le tube piézoélectrique. Donc vous voyez que le tube se fléchit suivant un axe rapide, ici suivant l'axe X, et puis ensuite on décale légèrement en Y. Donc le mouvement du tube permet de balayer une surface plus ou moins grande de l'échantillon. En d'autres termes, le tube piézoélectrique sert de mécanisme de contrôle de position tridimensionnelle pour la pointe en AFM. Alors la rapidité de l'imagerie va être limitée par la réponse de ce tube piézoélectrique. Enfin, pour terminer, il nous faut un autre élément essentiel pour assurer la stabilité de la mesure. Il s'agit de l'asservissement, qui permet de maintenir la position de la surface ou de la pointe à un niveau précis de hauteur pendant l'analyse. Cela se fait en utilisant une boucle de rétrocontrôle. L'AFM mesure la force exercée sur la pointe, il va la comparer avec une valeur de consigne. Si cette force est différente, alors il commande le tube piézoélectrique pour ajuster la position de l'échantillon en conséquence. Donc on change la hauteur de la surface pour récupérer la valeur de consigne. On peut ainsi obtenir une image de topographie avec une force appliquée à la surface qui est constante à la valeur de consigne. Donc l'information de hauteur ΔZ sur l'image est alors représentée par une échelle de couleurs. Et ΔZ va correspondre pour chaque position de la pointe en X et en Y au déplacement que le piézo a été obligé d'effectuer pour maintenir cette force constante. Alors l'image que je vous présente, c'est une image de haute résolution d'une surface de graphène avec sa structure caractéristique en nid d'abeille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le principe de fonctionnement de base de l'AFM. Donc ce mode s'appelle le mode de contact. Vous voyez ici, la pointe touche la surface. Mais de nombreux autres modes sont disponibles en AFM. La pointe peut sonder des forces de Van der Waals en mode de non-contact à quelques angstroms de la surface. Ou
être à la fois en contact et non contact, avec des amplitudes plus ou moins larges, ça c'est le mode intermittent, plus connu sous le mode tapping. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Nous expliquerons les modes de contraste d'amplitude et de phase, le mode de contraste de force, avec le mode ascenseur, le lift mode, et le mode de friction. Et si l'on modifie la nature de la pointe, pour avoir le mode magnétique, électrique, optique, thermique. Chacun de ces modes, nous le verrons, offre des avantages et des fonctionnalités uniques pour différents types d'analyse. Alors merci d'avoir suivi jusqu'ici et je vous invite à poursuivre pour en découvrir davantage sur les autres modes disponibles en AFM et à bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques.